Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous tous d'être aussi nombreux pour assister à ce webinaire sur les formations dans les établissements médico-sociaux, formation à la santé orale pour les personnes vivant avec un handicap que vous accueillez dans vos établissements. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler d'abord des enjeux et du contexte avec le docteur Equinio. Ensuite, on va vous présenter un film qui va faire un résumé de notre organisation Rhapsodif. Et ensuite, je rentrerai dans les détails pour la formation. Alors, je suis Alain Ngouma, désolé, j'ai commencé par le reste. Je suis Alain Ngouma, je suis le directeur de l'association Rhapsodif. Et je vous remercie encore une fois de participer à l'amélioration de la santé orale de toutes les personnes vivant avec un handicap en Île-de-France. Je passe la main à Dr Equinio de l'ARS Île-de-France. Merci Alain. Donc, moi je me présente, même si beaucoup d'entre vous, je pense, me connaissent. Donc, je suis médecin, je suis Catherine Requigno et je travaille à la direction de l'autonomie de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et je m'occupe en particulier de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, avec comme mission de mettre en place des chantiers, des actions en fonction des besoins des personnes en situation de handicap. Donc de fait, je ne vais pas vous apprendre grand-chose pour vous dire qu'en effet, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap est un problème, et notamment pour les soins primaires, que sont la médecine générale, mais aussi la santé gynécologique, et puis bien sûr la santé orale. C'est dans ce contexte-là que depuis de nombreuses années, 12 ans je pense, nous accompagnons, finançons bien sûr, mais accompagnons et élaborons des actions avec le réseau Rhapsodif pour améliorer la santé orale des personnes en situation de handicap. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même souhaité vous donner quelques chiffres sur la situation actuelle de la santé orale et les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Quelques chiffres, vous les aurez, ne prenez pas bien sûr de notes, mais vous les aurez. Globalement, et vous le voyez en bleu, c'est une moins bonne santé bucco-dentaire chez les personnes en situation de handicap, plus de pathologies bucco-dentaires qu'en population générale et plus de difficultés d'accéder à des soins dentaires qui répondent à leurs besoins. Des pathologies telles que parodontite ou déchaussement des dents, pour ceux qui connaissent, plus importantes, donc pour les personnes vivant un handicap mental. Des enfants handicapés aussi, avec un mauvais état bucco-dentaire, donc ça vous le voyez. Et puis, on avait mené en Île-de-France une enquête en 2021 dans des structures médico-sociales et qui montrait que 84% des personnes nécessitaient un soin, au minimum un soin, vous les voyez entre parenthèses, détartrage, soins de carie, traitement orthodontique, extraction prothèse, la plaque dentaire pour la plupart d'entre eux, et puis moins de la moitié avaient des dents saines. Donc ça, c'est important. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que le recours aux soins, quand on regarde les données de l'assurance maladie, donc SNDS, est moindre pour les personnes qui sont titulaires de l'AAH, allocation adulte handicapé. Ce n'est pas anodin. Et puis enfin, vous connaissez maintenant tous le baromètre Ordifaction, un auto-questionnaire qui mesure la satisfaction, mais aussi l'accès aux soins ou le refus de soins des personnes en situation de handicap. Et en fait, on se rend compte que le nombre d'abandons est plus important, d'abandons et notamment de soins bucco-dentaires est plus important pour les personnes vivant avec un handicap. Donc vous voyez une situation qui quand même nous justifie largement que nous mettions en place des mesures adaptées pour répondre à ces besoins. Évidemment, un enjeu populationnel, donc je vous ai remis quelques chiffres, je ne vais pas les citer bien sûr, mais la population des personnes en situation de handicap, qu'elles soient en établissements médico-sociaux ou au domicile, donc importante, adultes, enfants en situation de handicap, vous voyez donc il y a une population importante pour laquelle nous devons de répondre à leurs besoins en soins bien sûr et notamment en soins dentaires. Pour vous qui êtes représentant du secteur médico-social, quelques chiffres notamment, puisqu'on va en reparler bien sûr ensuite avec les missions du réseau Rhapsodif, le nombre de masses, de foyers d'accueil médicalisés, d'instituts médico-éducatifs pour les enfants. Donc vous voyez ce nombre d'établissements dans lesquels en effet nous avons et nous mettons en place des actions avec le réseau Rhapsodif. Alors, quelles sont vos priorités et vos préoccupations et vous qui êtes professionnels du secteur médico-social? On avait également fait une enquête, donc l'agence avait fait une enquête en 2021 et qui montrait que, en effet, un peu plus de la moitié avait une organisation. Vous avez une organisation pour prendre en charge, appréhender l'hygiène bucco-dentaire. Une organisation aussi pour mettre en place un parcours en santé orale pour vos usagers, et puis un peu moins de la moitié, donc quand même un dossier médical avec un volet bucco-dentaire.
Et donc en regard, bien sûr, vous avez exprimé des besoins de prévention, de dépistage prévention pour vos usagers, donc 87% d'entre vous. Et puis également des difficultés, bien sûr, donc, et trouver des solutions pour réaliser les soins dentaires une fois qu'on a un bilan de prévention effectué. Et puis, vous avez exprimé aussi, plus de la moitié d'entre vous, des besoins pour former le personnel à ce qu'est l'hygiène bucco-dentaire et l'accompagnement. Donc ça, c'est important. Dans ce cadre-là, et c'est l'avant-dernière de mes diapositives que je souhaitais vous présenter, le projet régional de santé de l'agence régionale de santé, met l'accent sur la santé bucco-dentaire de toutes les personnes vulnérables. Évidemment, les personnes handicapées en font partie, mais aussi les personnes précaires, les personnes âgées, les personnes aussi âgées, et même les détenus qui sont des personnes vulnérables. Promouvoir une bonne santé orale, renforcer l'accès aux soins bucco-dentaires pour tous, et puis construire sur le territoire une réponse au plus près des personnes en situation de handicap, qu'elles soient au domicile ou en établissement médico-social. Et donc 6 grands axes principaux pour lesquels la stratégie bucco-dentaire pour les personnes en situation de handicap est importante. Une accessibilité aux soins, et on parle, vous l'avez déjà entendu, de gradation des soins, du chirurgien dentiste bien sûr en ambulatoire, donc en ville, jusqu'aux soins sous anesthésie générale, et nous avons des projets en cours. L'accès aux soins, je viens d'en parler. Vous informer les familles, informer les personnes en situation de handicap, les tuteurs et les établissements médico-sociaux de tout ce qui existe. Et vous avez aussi d'ailleurs dans ce cadre-là maintenant des handiconsultes qui proposent des consultations avec des chirurgiens dentistes formés au MEOPA. Promouvoir, faire des actions de prévention dans les structures médico-sociales, former les professionnels, on en a parlé, et puis bien sûr une mission importante, coordonner les soins et vous proposer des solutions de soins pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est rapide, mais ça vous donne aussi, ça vous a permis d'avoir un focus sur les difficultés, les enjeux. Et maintenant, laissons la place au réseau Rhapsodif et aux solutions qui sont proposées, que vous proposez, monsieur, enfin Alain, que propose Alain et toute son équipe, qui est quand même conséquente, pour répondre à ces besoins et qui sont des actions qui vous sont proposées et pour lesquelles vous allez pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup Catherine pour cette contextualisation de la santé orale en Île-de-France et des besoins qu'ont exprimé toutes les personnes qui travaillent, donc les professionnels vraiment des établissements médico-sociaux auprès des personnes vivant avec handicap. Donc je vais continuer là, vous aurez la petite vidéo qui va vous présenter Rhapsodif et après je reprendrai la main pour aller dans les détails. Chers responsables d'établissements et services médico-sociaux, chers professionnels, la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap est clairement identifiée comme prioritaire dans le projet régional de santé 2023-2028 de l'ARS Île-de-France. Comme vous le savez, la santé orale est indispensable à une bonne santé globale et son manque de prise en charge a de nombreuses répercussions négatives sur le quotidien de vos résidents, qui sont par ailleurs très exposés aux pathologies bucco-dentaires. Douleurs, troubles du comportement, risque de dénutrition, majoration des risques liés aux maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, sont quelques-unes des conséquences d'une mauvaise santé bucco-dentaire. C'est pourquoi l'ARS Île-de-France a missionné le réseau Rhapsodif pour mettre en place un parcours de santé orale destiné aux personnes vivant avec un handicap en Île-de-France. Ce parcours prévoit 1. Des actions de prévention avec des sessions de dépistage pour vos résidents et des actions de sensibilisation pour leurs aidants et leurs familles. À chaque action de sensibilisation, nous remettons aux participants des outils pédagogiques et du matériel d'hygiène bucco-dentaire. 2. Des actions de formation pour tous les professionnels de vos établissements. Une formation de niveau 1 en hygiène bucco-dentaire destinée à tous les professionnels travaillant au sein des établissements médico-sociaux handicap. Aussi bien médecins, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, que les éducateurs et le personnel administratif. Cette formation leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires à la promotion d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour tous les résidents. À la suite de cette formation de niveau 1, vous pourrez former un ou plusieurs référents bucco-dentaires dans votre établissement. Cette formation est entièrement financée par l'ARS Île-de-France. Aussi, inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le mail ci-dessus, formation@rhapsodif.fr.
rapsodif.fr. 3. Une coordination régionale des soins bucco-dentaires grâce à un réseau de chirurgiens dentistes partenaires formés à la prise en soin des personnes vivant avec un handicap et équipés pour les différents modes de prise en charge, à l'état vigile, avec méopa ou sous anesthésie générale. Vous pouvez nous contacter pour trouver une solution de soins dentaires adaptée aux besoins de chaque résident en appelant notre numéro unique 09 63 62 52 72 ou par mail à contact@rapsodif.fr. Vous avez le pouvoir d'agir sur la santé, le bien-être et la qualité de vie de vos résidents en améliorant leur santé bucco-dentaire. Nous sommes à vos côtés pour y parvenir. C'est grâce à l'implication de tous les acteurs franciliens, de la ville comme de l'hôpital, du secteur sanitaire comme du secteur médico-social, que nous arriverons à améliorer significativement la santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap. Merci. Donc voilà pour la petite vidéo. Je pense que vous avez reconnu des personnes que vous pouvez voir en termes de dentistes ou Florian Laurent, le docteur Florian Laurent de l'ARS Île-de-France qui s'occupe donc des projets pour le département de l'offre de soins. Et vous avez surtout reconnu notre coordinatrice formation, Josita Procouturier, qui a mené cette vidéo de main de maître. Donc voilà. Alors, il y a quelques informations sur cette vidéo qui sont un peu anciennes, mais on va revenir dessus, c'est surtout sur les contacts, parce qu'on a eu le plaisir de déménager récemment. Donc voilà. Donc moi, je vais rentrer dans les détails maintenant de ce que nous proposons. Donc, je refais un point sur notre association Rapsodif. Donc notre association est composée de 3 pôles d'activité, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Donc le pôle prévention dépistage, qui consiste à mener des actions de dépistage bucco-dentaire et des actions de sensibilisation des aidants familiaux. Nous avons notre pôle formation professionnelle qui propose des formations pour les professionnels des établissements médico-sociaux qui prennent en charge les personnes vivant avec handicap. Et nous avons aussi des formations pour tous les professionnels de la santé orale, en particulier les chirurgiens dentistes et les assistantes dentaires. Ensuite, nous avons notre 3e pôle qui est le pôle coordination de soins qui permet d'orienter ou de réorienter les personnes vivant avec handicap en fonction de leurs besoins. C'est vraiment une orientation adaptée à chaque besoin. Cette orientation se fait grâce à une gradation des soins, donc une gradation en 3 paliers comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc en palier 1 pour les soins qu'on dit à l'état vigile, en fait ce sont les soins comme vous et moi lorsque l'on va chez un chirurgien dentiste libéral ou un centre de santé, qui ne nécessitent pas d'équipement particulier. Le palier 2, ce sont tout ce qui sera pris en soin pour les personnes qui nécessitent un équipement particulier et en particulier le méopa, donc le méopa, le mélange équimolaire d'azote et d'oxygène, qui permet en fait on va dire, il est plus connu sous le nom de gaz hilarant, qui permet de détendre le patient. Donc ça c'est le palier 2. Et le palier 3, ça sera la prise en charge hospitalière, en particulier avec l'anesthésie générale. Donc, si on reprend ça, donc on forme, comme on l'a dit, tous les professionnels à la prise en charge à une bonne hygiène bucco-dentaire. On organise donc de la prévention avec des dépistages et de la sensibilisation et on accompagne pour trouver les solutions adaptées aux besoins. Je vais juste faire un petit paragraphe sur cette demande de soins bucco-dentaires. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous allons parler des formations que vous ne pouvez pas d'ores et déjà profiter de l'offre de soins bucco-dentaires de Rapsodif. Donc, voilà. Donc, l'offre de soins bucco-dentaires s'organise de cette façon. Lorsque vous avez une manifestation d'une pathologie bucco-dentaire, un traumatisme, une douleur ou une fracture dans votre établissement, vous contactez directement Rapsodif via notre site en ligne, c'est-à-dire www.rapsodif.com. Donc voilà, qui est ici. Ensuite, une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur l'onglet « Trouver un dentiste » qui sera là. Cet onglet vous mènera sur un questionnaire qui est un bulletin d'adhésion individuel. Ce questionnaire donc, qui est protégé nous permettra justement de vous orienter de la meilleure manière possible, en fonction vraiment des besoins spécifiques. Si vous êtes un enfant, un adulte, si vous habitez à un endroit ou un autre. Ça a quitté? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a une
petit bug. C'est bon, ça a repris. Excusez-moi, hein. C'est les Excusez-nous directs. pour les problèmes techniques. Donc, je reprends. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur Trouver un dentiste. Ensuite, vous remplissez le questionnaire en ligne auquel il faut joindre la notification MDPH parce que c'est la notification que l'on nous demande pour justifier de cette prise en charge par l'association Rhapsodif. Et dans les 24-48 heures, nous vous enverrons donc 3 propositions de solutions de soins adaptées spécifiquement à l'usager. Donc, à chaque fois, vous recevrez le mail avec les 3 propositions de soins et c'est à vous après de prendre rendez-vous avec l'une de ces solutions de soins. Voilà comment ça se passe. Bien sûr, après, à la fin des diapos, vous aurez nos contacts. Vous pourrez aussi nous appeler directement par téléphone. J'ai mis un petit encadré rose là-haut où c'est écrit « Important », à savoir que Rhapsodif n'intervient jamais dans les frais de consultation et de santé dentaire appliqués par ses partenaires. Donc les chirurgiens dentistes qui travaillent avec Rhapsodif sont soit des libéraux, soit des centres dentaires, soit des hôpitaux. Et la relation monétaire, pour être clair, nous n'intervenons pas là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas nous demander de faire des prix ou ce genre de choses parce que ce n'est pas possible. Nous, on n'intervient pas là-dedans. Maintenant, je vais rentrer dans les détails des formations parce que c'est quand même le but de ce webinaire. Donc, nous avons 2 types de formations pour les établissements médico-sociaux. Une formation dite de niveau 1, qui est une formation à l'hygiène bucco-dentaire, et la formation niveau 2, qui est la formation pour les référents bucco-dentaires. Donc, la formation niveau 1, c'est une journée de 7 heures qui se passe dans votre établissement. Tous les professionnels y sont invités, aussi bien médicaux, paramédicaux, éducateurs et administratifs. C'est très important de mettre vraiment tout le monde dans le panier parce que la santé orale concerne tout le monde. Donc, beaucoup des participants dans ces formations sont contents de refaire un petit point sur leur propre hygiène bucco-dentaire, mais pour pouvoir justement comprendre les enjeux et ça permet d'avoir une vraie politique d'établissement. Donc, les objectifs, c'est comprendre l'anatomie, les principales pathologies, avoir des recommandations sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène bucco-dentaire et identifier et contourner les difficultés de brossage. Vraiment, ça, c'est notre on va dire, grosse partie de cette formation d'une journée. Les méthodes utilisées, donc, on a une partie théorique en général de 3 heures, puis après c'est de la mise en pratique avec du matériel pédagogique que nous vous fournissons. Il y aura aussi de l'observation avec les usagers de vos établissements en fonction de votre organisation et à la fin on remet des échantillons de matériel. La formation de niveau 2, par contre, est ouverte à toutes les personnes qui ont participé à la formation niveau 1. Donc la formation niveau 2 se fera dans nos locaux ici à Ivry-sur-Seine. Donc c'est pareil, là, vous aurez l'adresse à la fin dans les dernières diapositives. Cette formation est destinée donc à toutes les personnes qui ont suivi la formation niveau 1 et que l'établissement ou vous-même, lorsque vous avez suivi la formation niveau 1, vous vous êtes porté volontaire en disant, ben voilà, moi je veux être référent bucco-dentaire. Pourquoi devenir référent bucco-dentaire? Parce que le référent bucco-dentaire, en fait, est la personne qui va suivre la démarche qualité en santé orale de l'établissement. C'est elle qui va évaluer les besoins et le suivi individualisé. Elle va pouvoir mettre en place des ateliers d'habituation aux soins dentaires au sein de l'établissement et elle va aussi être en mesure d'accompagner et de sensibiliser les nouveaux collaborateurs. Parce que comme vous le savez très bien et comme on le sait tous, il y a beaucoup de turnover dans chaque établissement. Donc, le fait d'avoir un référent bucco-dentaire, c'est aussi une garantie de continuité dans cette politique de santé orale. Je passe sur la prise en charge financière. Donc, la prise en charge financière pour la formation niveau 1, la prise en charge est possible par vos OPCO. Nous sommes un institut de formation Calliope, certifié Calliope. Donc, vous pouvez avoir cette prise en charge par les OPCO. À savoir que votre formation niveau 1 est couplée par un dépistage. Donc, le dépistage est financé, est compris dans la formation. Nous ne faisons pas de dépistage s'il n'y a pas de la formation. Ça, c'est vraiment une information que vous devez bien retenir. Pourquoi nous avons décidé de faire cela? Parce que lorsque l'on faisait des dépistages sans suivi de formation, en fait, on devait repasser après 2 ans, 3 ans après et on devait tout recommencer. Donc, le dépistage est bien, mais vraiment, c'est le parcours de soins que l'on veut mettre en place qui est le plus important. Donc, on fait un dépistage si vous faites la formation. Ensuite, pour parler de la prise en charge financière niveau 2,
on va rentrer dans les détails après, elle est entièrement prise en charge par l'ARS Île-de-France. En pratique, parce que c'est toujours le côté pratico-pratique qui nous intéresse. Pour la formation niveau 1, donc il y a différentes étapes. La première étape, c'est de nous contacter via l'adresse mail formation@rapsodif.fr ou par téléphone, donc le 01 84 75 20 80. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous demander, on vous mettra à dispo ces diapositives. Ensuite, nous, on contacte l'association gestionnaire si il s'agit d'une association gestionnaire ou directement l'établissement. Nous prenons rendez-vous avec la direction ou la personne encadrante qui est chargée des formations dans votre établissement. Nous signons une convention. On précise les modalités pratiques de déroulement de l'intervention. Ça veut dire de quel matériel on a besoin, on arrive, est-ce qu'il y a le repas, la prise en charge des frais de transport, etc. Donc tout est précisé lors de ce premier rendez-vous. Et ensuite, on vous explique. En fait, tout ce process est lié à justement à notre certification Calliope pour n'importe quel institut de formation. Donc voilà, on a tout un process très précis. Une fois qu'on a eu ce rendez-vous, on envoie les convocations aux différents participants avec un questionnaire de préformation qui pourra nous donner un indice sur l'état d'avancement de vos connaissances sur l'hygiène bucco-dentaire. Le jour J, donc en étape 5, on a 2 intervenants systématiquement qui viennent sur votre établissement, un chirurgien dentiste et une coordinatrice prévention-formation. Donc nous avons 3 coordinatrices, vous aurez leurs photos après. Et ensuite, on organise des dépistages et des sensibilisations aux familles si besoin. Enfin, ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez poser des questions, on reviendra après. Donc les dépistages sont organisés en demi-journée. Et ça sera justement une des questions qui sera faite lors du premier rendez-vous. Donc à la fin de chaque formation niveau 1, une évaluation est faite sous forme de questionnaire pour valider la formation. Il y a aussi un questionnaire satisfaction qui sera rempli. Et nous, on vous demandera un retour d'expérience à 3 mois. Le bilan de la formation sera toujours partagé avec les directions et les équipes encadrantes de l'établissement qui a fait la formation. La formation niveau 2, en pratique, donc une fois la formation niveau 1 terminée, vous nommez en interne dans l'établissement un ou plusieurs référents bucco-dentaires. L'inscription se fait aussi en ligne, donc via notre adresse mail formation@rapsodif.fr. Nous vous envoyons les convocations et il y a 2 jours de formation. Donc, en général, ça se passera ici dans les locaux. Donc là, il y a la bonne adresse, 11 rue Maurice Grandcoin à Ivry-sur-Seine. De la même manière, nous avons toujours 2 intervenants, un chirurgien dentiste, une coordinatrice prévention-formation, un questionnaire initial et un questionnaire final pour valider cette formation. Nous demandons après un retour d'expérience en visio ou on organise une réunion des référents bucco-dentaires à 6 mois. À la fin de chaque formation niveau 2, donc on remet un questionnaire aux stagiaires et on demande l'expérience à 6 mois, c'est ce que je viens de dire. Donc pareil, de la même manière, le bilan est tout de suite partagé avec la direction et l'équipe encadrante de l'établissement. Pour le détail de la prise en charge financière, parce que c'est une des questions que vous posez aussi souvent. Donc le niveau 1, comme je vous l'ai dit, c'est pris en charge par votre OPCO. Parfois, vous avez aussi des budgets formation en interne, donc ça c'est vraiment pour votre niveau 1. Et pour le niveau 2, donc la prise en charge est faite par l'ARS Île-de-France. Pour cela, il faut adresser par mail la facture et le certificat nominatif. En fait, c'est le bilan de cette formation que l'on vous donne à la délégation départementale de l'ARS de votre territoire. Donc, il y a 8 délégations départementales de l'ARS en fonction du département dans lequel l'établissement se trouve. Donc, vous adressez cette facture avec le bilan. Et vous mettez en copie, bien sûr, la direction de l'autonomie de l'ARS Île-de-France, donc le docteur Requigno ici présent, qui sera en copie de ce type de mail pour assurer le suivi. Voilà, donc en conclusion, je vous remercie encore à tous, chers partenaires et surtout chères personnes qui travaillent au quotidien auprès des personnes vivant avec un handicap. L'idée vraiment de Rapsodif, c'est cette mise en place d'un parcours de soins bien adapté
aux demandes de chacun de vos résidents des établissements médico-sociaux. Donc ce parcours de soins, vous avez vu, il y a 3 axes très importants. Je rappelle par rapport à ce qu'a dit le docteur Requinho tout à l'heure. La prévention, la formation et la coordination de soins. Aucun de ces axes ne peut fonctionner tout seul. Donc on ne peut pas faire que de la prévention, on ne peut pas faire que de la formation, on ne peut pas faire que de la coordination de soins. Il faut absolument que vous puissiez rentrer dans cette dynamique pour que vos patients puissent avoir accès à puissent bénéficier de tout cet accompagnement. Et toute l'équipe Rhapsodif est là pour vous accompagner. Donc vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, nous envoyer des mails. Vous pouvez aussi rejoindre notre association Rhapsodif parce que nous sommes quand même une association loi 1901 avec un CA, l'organisation d'un conseil d'une AG, etc., avec un bureau, pour pouvoir participer aux projets que nous mettons en place au sein de notre association. Venez nombreux. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Je laisse à présent la parole à nos coordinatrices Awa et Josita qui vont poser des questions que vous avez mises en bas sur la partie questions-réponses. Donc c'est écrit QR en général sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs pour pouvoir poser les questions. Alors nous avons 4 questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Première question. Bonjour, nous pourrons avoir votre support de présentation? Alors, ça, comme je vous l'ai dit, normalement, nous avons toutes vos adresses mail. Comme vous êtes inscrit, oui, nous pourrons distribuer ce support de présentation sans souci. N'hésitez pas à nous appeler quand même. Est-ce que les familles peuvent faire la démarche sans l'intermédiaire de l'établissement? Alors, c'est une bonne question. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs pôles. Si vous avez besoin d'orienter vos proches, vous pouvez faire appel à Rhapsodif à tout moment. C'est une question de coordination de soins. Donc oui, les familles peuvent faire appel directement à notre établissement pour trouver un chirurgien dentiste qui prendra en soin votre proche. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tout ce qui est formation, c'est l'établissement qui doit faire la démarche de nous faire la demande. Bonjour, vous indiquez que les formations sont prises en charge dans le cadre des CNR, mais cela concerne-t-il les coûts pédagogiques et les salaires des stagiaires? Alors, dans le cadre des CNR, je crois que je vous laisser répondre à cette question. Ah oui, ça je peux répondre, oui, oui. Alors là, on est sur la formation des référents bucco-dentaires, donc la formation de niveau 2, donc ce qui est pris en charge par l'Agence régionale de santé, donc sur CNR, le sigle veut dire crédit non reconductible, c'est le coût de la formation elle-même. Par contre, on ne prend pas en effet en charge la compensation du salaire des stagiaires, si c'est la question qui est posée. C'est vraiment le coût de la formation tel qu'il est facturé, puisqu'on a des chirurgiens dentistes, on a des coordonnateurs qui font ces formations. C'est ça qui est pris en charge par l'Agence régionale de santé Île-de-France. Si je peux préciser, je vais juste compléter une chose. En fait, lors de la signature de vos prochains CEPOM, une partie va être destinée justement à la santé orale des personnes vivant avec handicap. Donc, lors des CEPOM, il y a des crédits qui sont, parce que c'est ça le CEPOM, c'est la négociation justement des crédits pour votre établissement. Et lors de ces CEPOM, justement, si vous engagez à mettre en place des actions pour assurer une bonne santé orale de vos résidents et en particulier faire des formations, vous gagnez des points. Donc ça sera maintenant, je crois que c'est de manière systématique et obligatoire. Tout à fait, oui, je pensais. Merci Alain de rappeler ça. C'est vrai, dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens, comme j'ai dit au démarrage, la santé orale, c'est une priorité. Donc on sera en effet attentif dans le sens bienveillant, mais aussi accompagner les gestionnaires qui souhaitent engager leurs établissements médico-sociaux dans une démarche sur la santé orale. Donc forcément, la prise en charge du coût de la formation de ces référents bucco-dentaires sera bien sûr prise en charge et anticipée avec l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et après, bien sûr, vous organiserez ça selon les calendriers, les disponibilités de tous les établissements.
Une autre question? Les CNR de l'ARS ne pourraient-ils pas prendre la formation de niveau 1? Ah, alors les CNR de la... En fait, vous avez et vous bénéficiez, et ça fait partie des règles de financement, vous bénéficiez d'établissements médico-sociaux de crédits de formation. Des crédits de formation, donc avec une enveloppe budgétaire, et c'est dans ce cadre-là qui a été en effet négocié avec aussi les gestionnaires et l'ARS, que ces formations bucco-dentaires de niveau 1 seraient prises en charge par les établissements médico-sociaux, mais pas sous forme de CNR. Non. Ça a été une décision partagée avec le secteur médico-social handicap. Vous disposez d'un budget et vous l'employez à ce qu'il vous semble prioritaire pour les personnes en situation de handicap. D'accord ? Mais par contre, niveau 2, ne rentrez pas dans ce budget, et c'est dans ce cadre-là que, de manière exception, enfin c'est l'exception, on finance en plus ces formations des référents bucco-dentaires. Voilà, c'est comme ça. Comment les aidants familiaux peuvent vous contacter pour être formés? Bonne question. Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, les aidants familiaux peuvent être formés. Actuellement, on essaie, toujours en partenariat avec l'ARS Île-de-France, d'aller hors les murs. C'est-à-dire de faire des formations, d'organiser des formations pour les aidants familiaux avec d'autres associations comme le CRAIF, comme les centres de ressources en fait. Donc là, on aura beaucoup de travail avec donc les centres de ressources, que ce soit les CRMH d'Île-de-France, avec le CRAIF, aussi via les MDPH qui proposent justement des journées de sensibilisation aux aidants familiaux. Et dans ce cadre-là, nous vous proposons donc soit de vous inscrire à l'une de ces sessions. Pour venir vers nous, vous nous envoyez un mail en demandant voilà, quel jour aura lieu la prochaine session de sensibilisation aux aidants pour que vous puissiez participer à ce type de sensibilisation. Peut-être Alain rajouter que d'ores et déjà, cette année, en 2024, vous avez commencé avec le CRAIF de réunir et de faire ces formations donc sur le site du CRAIF, donc CRAIF Autisme, Maison de l'Autisme. Donc ça, c'est des projets qui se développent. Et puis en 2025, nous avons le projet, en effet, puisqu'en fait, l'accès aux soins, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aussi, on a un objectif de territorialisation, c'est-à-dire sur un territoire donné, au plus près des personnes en situation de handicap, au plus près de vos établissements. Donc un partenariat, donc je l'annonce, peu importe, avec les MDPH pour organiser avec eux, justement, et avec Rhapsodif, des sessions de formation sur chaque territoire pour que les personnes n'aient pas à se déplacer en Île-de-France, donc trop loin. Donc avec les MDPH, pouvoir organiser ces sessions de formation, et notamment pour les aidants et les familles. Donc je crois que c'est important aussi de le préciser. Est-ce que vous intervenez partout en Île-de-France, même dans les ESMS en campagne? Campagne. Alors, il faut savoir que Rhapsodif et l'ARS Île-de-France, nous sommes régionaux. Donc, on doit, c'est notre devoir, et c'est ce que nous faisons. Nous allons partout en Île-de-France, jusqu'à la frontière de l'Île-de-France, dans les campagnes les plus éloignées. Oui. Il n'y a pas de souci. Nous nous adaptons. En général, nos chirurgiens dentistes se déplacent. Donc, voilà, ça fait partie des frais que l'on engage aussi de notre côté, mais tout ça est compris. Donc nous nous déplaçons et nous nous adaptons parce que parfois en campagne il y a des problèmes de connectivité internet, et c'est vrai que nos supports ou surtout parfois les questionnaires sur place se font via des tablettes, etc. Mais c'est pas grave, on a les modèles aussi sur papier. Donc voilà, on s'adapte à tous les endroits où nous allons, et oui, nous intervenons dans toute l'Île-de-France. Peut-on ouvrir des places aux familles lors de la formation niveau 1 ? Alors, ça c'est une très bonne question. Dans le cadre des formations niveau 1, donc nous sommes vraiment, on a cadré, parce que comme je vous dis, on est un organisme formation Calliope, tout est très cadré, tout est vraiment, il faut rentrer dans la grille. C'est ouvert aux professionnels, ça veut dire que c'est un coût pour l'établissement. Donc, si l'établissement se dit, j'ai tant de professionnels et à côté, j'ai une famille qui veut participer à cette formation, je pense que c'est en inter-établissement qu'il faudrait voir la question, parce qu'on donne quand même, lors de ces formations, des outils, et on fait du cas pratique. Et faire du cas pratique sur les résidents, sur certains usagers,
je pense que ce n'est autorisé que par le personnel de l'établissement. On ne peut pas demander à quelqu'un d'extérieur de commencer à, même, ne serait-ce qu'essayer pour montrer, à brosser la dent d'un résident qui n'est pas son proche. Ou, voilà. Donc je pense que c'est pas le cas là. Ouais. Pour moi, Mais si je peux me permettre, Alain, de compléter, c'est vrai que je pense que c'est une bonne question et on aurait bien aimé, on fait mixer les publics, mais c'est trop difficile. Et les professionnels, c'est ceux qui sont au quotidien avec les personnes en situation de handicap. Pour les familles, et ça on l'a vécu depuis plusieurs années, c'est vrai que c'est difficile d'organiser des formations. Peu de familles viennent. En général, c'est 1, 2, 3. En plus, c'est le week-end, donc ça demande une organisation différente. Et c'est la raison pour laquelle le modèle, en fait, pour cibler et toucher les familles est en train de changer. On vous a parlé tout à l'heure de formations dédiées, donc notamment sur le site du CRAIF à Aubervilliers pour les familles, mais, et c'est ce je me répète, sur 2025, au plus près, donc en lien avec les MDPH, proposer en inter-établissement pour les familles, justement, des sessions de formation à l'hygiène bucco-dentaire. Ça se fait par exemple dans certaines villes qui sont très dynamiques, je pense en Seine-Saint-Denis par exemple sur la santé orale. Pour les familles, ils font des ateliers, le week-end, enfin peu importe, lors de manifestations où sont réunies toutes les familles, pas forcément handicapées, mais aussi pour les enfants. Donc on peut tout imaginer. On est obligé de faire des sessions différentes. C'est des publics différents avec des préoccupations différentes. Pour accéder à la formation de niveau 2, doit-on avoir fait la formation de niveau 1 auprès de Rapsodif? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il va falloir me dire où, avec qui, ou auprès de qui, vous avez fait la formation de niveau 1. Dans ce cas-là, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Si, par exemple, comme on dit, il y a beaucoup de turnover, si la personne a déjà fait une formation, parce qu'en dehors de la région Île-de-France, il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent proposer des formations. Donc, si vous avez déjà fait des formations à l'hygiène bucco-dentaire, bien sûr qu'on regardera et c'est après avec l'établissement. Mais dans le cas général, il faut avoir suivi la formation niveau 1. Nous, ça nous permet d'avoir un suivi. On garantit une qualité en fait dans la formation. C'est une formation qui a été, faite par des chirurgiens dentistes, qui a été même approuvée par la fac d'odontologie, validée par la fac d'odontologie. Donc, c'est une formation d'une journée. Ça a l'air court pour pouvoir dire on va prendre en charge les personnes vivant avec handicap, leur hygiène bucco-dentaire, mais c'est vraiment une formation complète et c'est important d'avoir quand même suivi la niveau 1 pour pouvoir aller vers la niveau 2. Donc après, envoyez-nous quand même vos demandes que l'on étudiera, mais c'est vraiment le cas général pour notre suivi, c'est avoir fait la niveau 1 pour aller vers la niveau 2. Pardon. Prochaine question. Oui, prochaine question, oui. Pouvons-nous, après avoir obtenu le statut de référent bucco-dentaire, être sollicités et participer aux sessions de sensibilisation aux aidants? Ah, c'est intéressant, tiens. Vous pouvez reposer? Bien sûr. Oui, c'est une bonne question, oui. Après avoir obtenu le statut de référent bucco-dentaire, pouvons-nous être sollicités et participer aux sessions de sensibilisation aux aidants? Tout à fait. Alors, c'est vraiment un des objectifs justement du référent bucco-dentaire, c'est que lui-même, en fait, on va vous donner les outils pour tous les référents bucco-dentaires pour organiser quelque part des journées thématiques dans votre établissement, pour organiser une journée de prévention à l'hygiène bucco-dentaire pour les aidants, justement, pour les proches de cet établissement. Et donc, le référent bucco-dentaire aura les outils pour organiser ce type de prévention. Il n'y aura pas le dépistage, bien sûr, mais ça sera vraiment de la prévention, de la sensibilisation aux aidants familiaux de l'établissement. Je vais peut-être compléter. Alain, je pense qu'en effet, le référent, et je pense que c'est une personne formée, c'est une ressource vive, etc. Dans une structure médico-sociale, le référent, on attend aussi, là, c'est le médecin qui parle un peu plus, c'est-à-dire qu'il est référent, il faut qu'il soit le garant que, après des séances de dépistage, les soins dentaires puissent être réalisés. C'est-à-dire que les rendez-vous puissent être pris pour aller voir le chirurgien dentiste ou des soins sous Méopa, peu importe, en fonction des besoins. Et puis, c'est ce que j'ai mis sur une des diapositives que vous verrez, c'est au moins être le garant aussi que dans le dossier médical, il y a un volet bucco-dentaire qui soit enfin inclus avec, il y a eu un rendez-vous le 10 novembre, il y a eu un rendez-vous, et voilà ce qui est mis. Donc c'est vraiment la garantie aussi qu'il y ait une continuité et vraiment une coordination
du parcours en soins au sein de l'établissement. Donc on n'est pas un flottement, donc on organise les rendez-vous et on suit le dossier en soins bucco-dentaires de chaque résident. Je crois que c'est important. Donc ça fait partie des missions aussi du référent, qu'on attend de lui, quoi. Quel est le justificatif MDPH à fournir dans le questionnaire? Alors, c'est une question que l'on a souvent. Tous les justificatifs MDPH sont pris en compte dans le questionnaire. Vraiment, nous devons juste avoir une notification MDPH. Voilà. En fait, c'est le statut C'est statut handicap, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Oui. Quel qu'il soit, voilà. Vraiment, n'importe quel justificatif nous donne à nous ce justificatif. Enfin, autorisation de vous orienter. C'est ça. Orientation vers un IME, femme, allocation, etc. Exactement. Le statut handicapé avec toutes les modalités que la MDPH octroie aux personnes en situation de handicap. Y-a-t-il d'autres questions? Que pouvez-vous proposer pour des enfants ou familles très réticents aux soins bucco-dentaires? Par exemple, peur, raisons financières, etc. Alors, ça c'est aussi une très bonne question. Alors là, on est en train de parler plutôt de l'orientation de soins. Donc, lorsque vous remplissez en fait le questionnaire en ligne, vous avez justement différentes questions qui vont nous permettre de filtrer la demande. En gros, lorsque vous répondez, vous mettez voilà, il s'agit d'un enfant, vous habitez à tel endroit en Île-de-France, votre enfant a-t-il des réticences ou a-t-il des soucis pour collaborer lors d'un soin? Parfois, vous n'avez pas la réponse, donc il y a aussi d'autres questions qui vont dire est-ce que vous arrivez à laver les dents de votre enfant? Donc déjà, si encore une fois, il y a un frein et vous dites non, après il y a une autre question qui sera, par exemple, est-ce que votre enfant est déjà allé voir un autre professionnel, pas forcément dentaire, mais par exemple est allé chez le coiffeur? Comment ça se passe quand votre enfant va chez le coiffeur? Est-ce que la collaboration est bonne ou pas? Et si à chaque fois, on voit qu'il y a des difficultés, donc, nous vous orienterons vers un palier 2, donc avec Méopa et avec des chirurgiens dentistes qui sont vraiment formés à une prise en charge, on va dire, à une écoute particulière et qui vont prendre le temps de faire des séances d'habituation parce que maintenant, nos chirurgiens dentistes, tous les chirurgiens dentistes de France d'ailleurs, ont la possibilité de codifier, donc de prendre en charge des personnes juste pour faire des séances d'habituation. Donc, par personne, il y a 5 séances d'habituation qui sont prises en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire que votre enfant ou votre proche va venir chez le chirurgien dentiste, le chirurgien dentiste va prendre le temps de lui expliquer, voilà, il faut aller jusqu'au fauteuil, maintenant il faut arriver à ouvrir la bouche, voilà ce qu'on va faire. Donc c'est tout ce temps qui est pris en main pour éviter quelque part d'aller directement vers l'anesthésie générale. Bien sûr, si on constate qu'il y a vraiment une importance vitale, c'est le terme, de prendre en charge en urgence et que la personne n'est pas coopérante, c'est sûr que là, on va plutôt orienter vers de l'anesthésie générale, donc vers une structure hospitalière. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas que tous les rendez-vous soient pris en anesthésie générale. Une fois que les soins auront été faits dans cette anesthésie générale, le but est aussi que la personne puisse retourner vers, on va dire, le droit commun, donc vers le palier 2, voire le palier 1. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on fait en collaboration et c'est vraiment quelque chose que l'on met en place par notre coordination de soins. Juste peut-être, je me permets de compléter, c'est vrai deux mots importants d'Alain, c'est l'habituation aux soins. Et dans le cadre de ce projet, aussi des actions, des interventions de Rhapsody, de formation, d'information niveau 1 et niveau 2, c'est vrai que l'habituation aux soins dentaires, bucco-dentaires et notamment chez les plus jeunes, elle est importante et elle est primordiale. Et c'est un des objectifs, notamment de cette année et de l'an prochain, favoriser l'habituation aux soins, habituer les plus jeunes, les enfants à se brosser les dents, à se mettre sur un fauteuil dentaire, etc. C'est la solution et la clé aussi pour pouvoir faire des soins dentaires qui soient réussis, bien sûr. Après, bon, on dispose en effet dans les handiconsus, je pense par exemple à Villévrard, où il y a un accueil des enfants, il y a de l'hypnose, il y a du Méopa, il y a plein de techniques qui permettent d'éviter justement d'aller jusqu'à l'anesthésie générale. Parce que ça doit être que le dernier recours, en ultime recours. Et on se rend compte qu'en fait, qu'on arrive avec cette habituation aux soins à proposer et à effectuer des soins bucco-dentaires chez même les irréductibles. Donc ça, c'est vraiment un objectif important, habituer les personnes en situation de handicap à ce qu'est une hygiène bucco-dentaire et puis à des soins dentaires.
Une autre question? Il me semble avoir compris que nous pouvons vous solliciter via votre site pour une prise en charge en urgence. Ai-je bien compris? Oui, vous avez vraiment compris. Donc, vous pouvez directement aller sur notre site et remplir le questionnaire en ligne. Alors, attention, évidemment, qui dit prise en charge en urgence, si vous avez une rage de dents ou une personne avec des douleurs importantes, etc., comme nous, il y a une permanence des soins aussi bucco-dentaires en région Île-de-France. Vous avez le service de la Pitié-Salpêtrière qui est ouvert 24/24 et ils ont l'habitude d'accueillir en urgence, donc en urgence ça veut dire dans les quelques heures, 24 heures qui suivent, des personnes en situation de handicap qui ont un besoin vraiment d'avoir un diagnostic et une prise en charge. Après, comme le dit Alain, très bien, oui, vous aurez 3 solutions de soins, mais il va falloir prendre vos rendez-vous. Donc qui dit urgence, il faut savoir mesurer en effet l'urgence. Je crois que c'est important aussi de le souligner. Il y a une permanence des soins et bien sûr on peut répondre à des soins en urgence dans les heures qui suivent. Alors, à savoir pour toutes les personnes qui posent cette question, pour le chirurgien dentiste, l'urgence est particulière. L'urgence, Oui, c'est vrai. l'urgence, c'est soit une fracture parce que la personne vient de tomber et les dents sont cassées, etc. Ça, c'est une urgence dentaire. Soit l'infection Oui. cellulite. C'est-à-dire vraiment un gonflement au niveau de la joue, etc. C'est ça qu'ils considèrent comme une urgence vitale. Si la personne a mal, ben, ça c'est le problème de tout est relatif. C'est-à-dire que la simple douleur, même si elle est aiguë, vous pouvez aller par exemple à la Pitié-Salpêtrière, mais ce n'est pas sûr qu'ils vous disent bon, ben, on va faire des soins. Après, ça sera une consultation et c'est eux qui jugeront de l'état d'urgence. Mais ça, c'est comme tout un chacun. Après, le droit commun est le même pour tout le monde. Alors, nous sommes adhérents Rhapsodif. Nous accompagnons les résidents dans un cabinet, donc dentiste adhérent Rhapsodif. Comment accéder à la liste des dentistes? Alors ça, c'est encore une très bonne question. Alors, il faut savoir que dans notre réseau Rhapsodif, nous avons un peu moins de 2% des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Alors, un peu moins de 2% des chirurgiens dentistes d'Île-de-France, ça représente vraiment nos irréductibles. C'est des personnes qui ont la foi, qui vraiment ont une vocation et qui se disent nous aimons prendre en charge les personnes vivant avec handicap. Donc ces personnes-là, nous les protégeons au maximum, on doit dire même on les dorlote vraiment au maximum parce que ce sont des personnes de qualité et qui ont déjà beaucoup de patients à charge. Donc toutes ces personnes-là ne veulent pas que l'on donne un libre accès à notre annuaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le réseau Rhapsodif est là pour orienter de la meilleure manière possible le patient en fonction de ses besoins. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans un établissement, lorsqu'on oriente un patient de l'établissement vers un chirurgien dentiste, il y a du bouche à oreille et tous les patients de l'établissement vont aller vers ce chirurgien dentiste. Le seul problème, c'est que le chirurgien dentiste en question était compétent pour cet enfant. Il n'était pas forcément compétent pour les autres. Donc, vraiment, si vous ne voulez pas avoir un échec de soins, tout ça, être face à un échec ou face à un refus de soins, n'hésitez pas à passer par... non, c'est pas n'hésitez pas, en fait, passez par le réseau Rhapsodif pour coordonner, justement, c'est notre travail, c'est coordonner l'orientation de soins pour avoir la meilleure solution possible. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas accès aux annuaires. Lorsque les soins nécessitent une AG, est-il mieux d'avoir l'avis préalable d'un chirurgien dentiste Rhapsodif pour préparer l'enfant et la famille? Qui choisit l'hôpital? Alors là-dedans, il y a deux questions différentes. Donc, est-il mieux d'avoir un avis dentaire? Oui, ça c'est sûr. Si vous n'êtes pas en situation d'urgence, comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours mieux. Et nous, lorsque l'on ne connaît pas encore les patients, on a tendance... il y a un écran noir, oui. Donc quand on ne connaît pas les patients, on oriente vers des chirurgiens dentistes de palier 2, donc vers des chirurgiens dentistes qui ne pratiqueront pas l'AG. C'est toujours mieux de passer par là. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était... C'était sur l'orientation... Qui choisit l'hôpital? Qui choisit l'hôpital? Ouais. Alors, lorsque vous répondez au questionnaire, nous faisons des choix en fonction donc le plus important, en fonction du besoin du patient, en fonction de l'urgence, en fonction de besoin de MEOPA, palier 1, palier 2, palier 3. Ça, c'est la première orientation, c'est par rapport à ce besoin de santé. Ensuite, nous orientons en fonction du lieu d'habitation.
Donc en fonction du lieu d'habitation, si vous habitez par exemple dans le 95, on va plutôt vous orienter vers Colombes, à l'hôpital. Si vous habitez dans le 94, on va plutôt vous orienter vers l'hôpital de Créteil. Donc voilà, donc ça c'est pour les hôpitaux. Ensuite, par rapport aux moyens financiers, sachez que dans les hôpitaux publics, de toute façon, la prise en charge est la même pour tout le monde. Ça, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous avez une urgence et que, enfin, si vous avez, non, c'est pas ça. Si vous avez besoin d'une intervention rapide, on pourra vous proposer aussi des rendez-vous dans des hôpitaux privés. Donc, donc l'intervention sera faite par des libéraux qui louent le cabinet, qui louent le bloc opératoire. Donc, ça a un certain coût. Et donc là, le coût sera plus élevé. Mais on le précise dans les orientations. Alors, à savoir que pour l'anesthésie générale, pour une orientation en palier 3, les délais d'attente sont longs. Lorsque vous allez dans un hôpital public, il faut compter 6 mois, 1 an d'attente. Donc, entre-temps, c'est pas mal quand même que nous, on puisse vous orienter vers du palier 2. Ensuite, dès que vous allez dans un hôpital privé, nous pouvons avoir des solutions de soins à 3 semaines. Donc, mais le coût n'est pas le même. Voilà, ça c'est une réalité pour l'instant et on travaille beaucoup avec l'ARS justement Île-de-France pour ouvrir des solutions de bloc et il y a pas mal en ce moment une bonne dynamique. Donc voilà. Oui, pour compléter, je pense que c'est important. Donc, vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure le docteur Laurent, donc Florian Laurent, qui est chirurgien dentiste et directeur de projet en santé orale, hein, mon collègue à l'agence. Et de fait, on travaille, et ce sera effectif en 2025, pour qu'il y ait une solution de soins publics sous anesthésie générale dans chaque département, pour que les délais d'attente sous AG soient réduits et qu'il n'y ait pas en effet un recours systématique au privé avec, comme on l'a vu, un reste à charge qui est peut-être trop important pour certains. Donc c'est en cours et on est en bonne voie pour trouver des solutions autres sur Fontainebleau, sur Mantes-la-Jolie, etc. On a des trousseaux également pour les enfants. On vient de majorer les ressources pour majorer les soins sous anesthésie générale à Trousseau, donc on l'annoncera très bientôt. Mantes-la-Jolie, c'est pareil, donc on a des solutions. Donc là, par contre, vous aurez, hein, on a parlé tout à l'heure de la cartographie, cette cartographie de lieux de soins sous anesthésie générale, les services d'odontologie pour enfants et adultes qui proposent des plages, ce sera rendu public, il n'y a pas de souci. C'est en cours de construction, probablement au premier trimestre 2025, on aura une visibilité plus importante. Toutes les négociations, et c'est des négociations qui prennent du temps, sont en cours avec les hôpitaux concernés. Justement, concernant la prise en soin des enfants, est-ce que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est adapté? Alors, pour la prise en soin des enfants, en fait, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, aujourd'hui, les hôpitaux se regroupent. Les hôpitaux de la PHP, et donc ils travaillent avec Charles Foix, qui est pour le coup adapté à la prise en charge des personnes vivant avec handicap enfants. Voilà. Par contre, n'hésitez pas quand même à nous faire les demandes parce que chaque bloc, encore une fois, chaque chirurgien dentiste a ses spécificités. C'est-à-dire qu'il y a des blocs d'anesthésie, ils vont considérer un enfant avec moins de 16 ans. Et il y en a d'autres qui vont dire non, pour nous c'est moins de 12 ans, moins de 14 ans. Donc il faut vraiment passer par nous pour ne pas vous retrouver face à un échec thérapeutique. Mais la Pitié, c'est adulte. C'est adulte. C'est adulte. Et comme je disais à l'instant, donc Charles Foix, Alain vient vous le dire, et puis on a maintenant Trousseau qui va majorer, Robert Debré qui vont majorer leur plage de soins pour des soins dentaires pour les enfants. Donc on va avoir plusieurs solutions plus importantes. Mais la Pitié, de toute façon, renvoie vers les effecteurs, vers les professionnels qui prennent en charge les enfants. Donc ils ne feront pas ce qu'ils ne savent pas faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire de toute façon. Alors, si je peux juste préciser, ne soyez pas étonnés lorsque vous allez arriver à l'hôpital directement, sans passer par notre cellule de coordination, les hôpitaux vont sûrement vous renvoyer vers nous. Donc voilà, il ne faut pas vous étonner parce que c'est justement une procédure pour éviter d'être très vite submergé et pour pouvoir justement faciliter la prise en charge rapide des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, dès que vous arrivez dans les hôpitaux de la PHP, en général, ils vont vous demander est-ce que vous êtes passé par le réseau Rhapsodif? Oui, non. Donc si c'est une urgence, ils vont quand même vous prendre, mais sinon, ils risquent de vous dire passez d'abord par le réseau Rhapsodif et après, on voit si ce sera une prise en charge hospitalière. Est-ce que les dentistes formés pour intervenir au palier 2 sont disponibles en urgence? Alors, les créneaux d'urgence chez les dentistes formés au palier 2. Alors, en général, les chirurgiens dentistes, aussi bien libéraux, centres de santé
hospitaliers, ont des créneaux d'urgence. Mm. Donc voilà, donc ça c'est en général. Après, au cas par cas, passez par nous. Il y a certaines personnes qui ont des créneaux d'urgence et d'ailleurs, lorsqu'on en envoie l'orientation, c'est écrit voilà, urgence tel jour ou tel créneau d'urgence. Mais voilà, ça dépend de l'organisation de chacun. Est-ce qu'ils sont nombreux dans les différents territoires? Alors, comme toute la santé en France en général et particulièrement aussi en Île-de-France, il y a pas mal de zones qu'on appelle déserts médicaux. Ça ne concerne pas que les chirurgiens dentistes, ça concerne tous les professionnels de santé spécialisés en particulier. Donc, si vous avez une cartographie des professionnels de santé, vous aurez un regroupement sur Paris-Ville et après, vous allez voir, c'est clairsemé sur le reste. Je dirais le 92 est plutôt bien doté, mais après, c'est assez clairsemé. C'est pour ça qu'aussi, on est là pour faire la coordination de soins. Juste peut-être pour préciser, c'est vrai que c'est une bonne question. On a Josita qui a posé la question, on a des déserts médicaux, et puis on parlait tout à l'heure de la ruralité. On a des départements, je vois le nord-ouest du 9-5, le 7-7, le sud de l'Essonne, qui sont très très ruraux, avec peu de professionnels. C'est vrai que dans le cadre de la santé orale, on est en train de réfléchir aussi à d'autres solutions qui vont nous permettre d'avancer et au plus près des personnes en situation de handicap. Et notamment, donc là on réfléchit avec le docteur Laurent, pouvoir mettre en place en lien avec les handiconsultes, donc le centre dédié de consultation en soins somatiques, donc il y en a un par département, des solutions via une caméra endobuccale, donc une infirmière ou une assistante dentaire qui se déplacerait dans une structure médico-sociale donnée en fonction de la demande pour pouvoir réaliser des clichés dentaires qui seront lus par un chirurgien dentiste et qui vont permettre, sans déplacer la personne, d'avoir d'ores et déjà un diagnostic. Donc ça a évolué. On a fait une expérimentation il y a 3-4 ans, mais ça a bien évolué depuis. Et ça permet de modéliser et de pouvoir déployer plus largement cette solution. Donc on a quand même des solutions aussi pour pouvoir avancer, même dans des déserts médicaux. Et puis pour ceux qui sont en Essonne, qui est le sud de l'Essonne, je viens d'en parler, vous avez l'hôpital Ballainvillers, à Ballainvillers, l'hôpital de gérontologie Les Magnolias, qui est privé, mais qui bénéficie de 3 fauteuils dentaires et qui connaît très très bien les urgences et la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap. Donc on a plein de ressources aussi qui petit à petit, même dans ces zones-là, nous permettent aussi d'accéder à des soins et à des fauteuils dentaires avec des professionnels de qualité. Bon, je cite cet exemple parce qu'il me venait en tête, parce que c'est un département là dans le sud où c'est assez rural, et on a quand même des ressources. Est-ce que votre prise en charge est adaptée aux personnes présentant des troubles psychiatriques? Alors, notre prise en charge est ouverte à toutes les personnes vivant avec un handicap, tout type de handicap encore une fois, donc les personnes vivant avec des troubles psychiatriques aussi. À savoir, comme je vous disais, que nous prenons soin justement de bien connaître nos partenaires chirurgiens dentistes et de faire en fonction aussi de ce qu'ils savent bien faire. Donc on a différents partenaires, il y a des personnes qui préfèrent les enfants, d'autres qui vont travailler avec les adultes, d'autres qui vont travailler en particulier avec toutes les personnes qui présentent des troubles autistiques, et d'autres qui vont travailler avec des personnes qui présentent des troubles psychiatriques. Alors là, par exemple, on a un partenariat qui va se mettre en place avec Sainte-Anne. Donc voilà, donc oui, on aura aussi des solutions pour les personnes qui présentent des troubles psychiatriques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque rendez-vous, et ça c'est est préparé en fait, chaque personne avec un trouble psychiatrique ou un handicap psychique, etc., ma foi, va avoir une préparation. Ça peut être une prémédication légère, ça peut être un accompagnement. Je vois à Villévrard, ils proposent de l'hypnose, ils proposent des dessins animés pour les enfants au plafond, plein de choses en fait. Chaque cas est différent, donc en fait on prépare la venue sur le fauteuil dentaire avec chaque personne et avec les dents. Souvent les dents d'ailleurs accompagnent la personne en situation de handicap, et de fait ça, en général ça se passe bien. À Villévrard, c'est un hôpital psychiatrique.
Donc en fait, ils ont l'habitude de troubles psychiatriques, des dys non communicants, des troubles du comportement. Et ils y arrivent. Donc en fait, c'est aussi là, Alain Ngoumal vous le disait, c'est le savoir-faire des chirurgiens dentistes adapté à chaque personne. Je reviens sur l'hôpital des Magnolias. Ils prennent en soin que les adultes ou enfants également? Non, à ce jour, ils prennent en charge les adultes, donc personnes en situation de handicap adultes, pas les enfants. Non, malheureusement, pas les enfants. Ils ont une spécificité pour les personnes âgées, puisque c'est un hôpital gériatrique, et des personnes handicapées vieillissantes. Donc ils ont aussi cette spécificité, mais ce n'est pas pour les enfants, non. Comment bénéficier des 5 séances d'habituation aux soins pris en charge par la sécurité sociale? Alors, pour bénéficier de ces séances d'habituation, déjà lorsque l'on va vous donner le rendez-vous à Rhapsodif, il faut savoir, encore une fois, que c'est rentré dans le droit commun. C'est-à-dire que n'importe quel chirurgien dentiste pourrait appliquer tout simplement ces séances d'habituation. C'est une codification comme il codifie une consultation. Là, il va codifier consultation, soins d'habituation. Voilà. Donc, vous pouvez demander, lorsque vous prenez le rendez-vous, au dentiste, est-ce que vous pourrez mettre en place ces séances d'habituation? Et normalement, les chirurgiens dentistes de notre réseau pourront essayer de mettre en place ces séances d'habituation. Je crois que ce qui vient d'être dit est important, c'est-à-dire qu'on a depuis, je crois, 18 mois, aussi une volonté de l'assurance maladie de faciliter l'accès aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap. Donc il y a toute une adaptation de la nomenclature des actes qui a été faite et qui est disponible pour les chirurgiens dentistes. Donc en fait pour eux aussi, et ça fait partie du paquet, c'est-à-dire que ça facilite aussi l'acceptation par les chirurgiens dentistes de ces populations extraordinaires, les enfants et les adultes. Donc, et ça aussi c'est très aidant aussi parce qu'on a de plus en plus de chirurgiens dentistes qui vont, et on espère, qui vont se tourner vers justement ces populations-là. Donc c'est important. Donc une nomenclature qui est adaptée. Donc en parlant d'habituation aux soins, lors des formations, est-ce que les professionnels sont formés à en faire? Mais justement, nos formations ont à chaque fois un module qui permet de mettre en place ces séances d'habituation aux soins. Alors là, on est en train de préparer un module spécifique pour les professionnels chirurgiens dentistes aussi, parce que c'est encore un autre travail. Mais vraiment, lors des formations niveau 1 et surtout la formation niveau 2 du référent bucco-dentaire, justement, on est là pour qu'ils puissent mettre en place au sein de l'établissement des séances d'habituation. Avec du matériel que l'on leur prête, les petits miroirs, des petites choses comme ça. Donc voilà, ou la brosse à dents. Alors il y a même dans certaines structures, mais peut-être certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, ils récupèrent des fauteuils dentaires, des vieux fauteuils dentaires usagés qui ne sont plus opérationnels pour un cabinet dentaire. Bon, ils l'installent dans une salle, etc. Mais ça permet aux personnes en situation de handicap de se mettre en position. En fait, juste de se mettre en position, allongée, ouvrir la bouche, etc. Ça fait partie de l'habituation. S'habituer aux locaux, au matériel. Donc on ne peut pas évidemment mettre un fauteuil dentaire usagé dans toutes les structures médico-sociales, mais j'en discutais avec certains cadres de santé. En fait, même dans le lit ou sur une chaise allongée, on propose, on habitue aussi les personnes à être dans les conditions réelles d'un cabinet dentaire. Donc bon, ce sont des moyens qui sont mis en place, c'est ce que c'est, mais c'est de l'habituation aux soins aussi. Et si je peux compléter ça, c'est vraiment notre rôle de référent bucco-dentaire a une importance vraiment capitale dans cette habituation aux soins, parce qu'il va être à même, si vous voulez, d'identifier les besoins de chaque résident. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un brossage de dents, c'est lui qui va pouvoir transmettre au chirurgien dentiste, mais vous savez, il faudrait peut-être lui mettre des lunettes noires parce que la lumière est trop forte, ou un casque parce qu'il est hypersensible au bruit. Ne vous approchez pas de ce côté, etc. etc. Donc toutes ces consignes qu'il va pouvoir transmettre au chirurgien dentiste et qui vont justement permettre aussi au chirurgien dentiste de s'habituer au patient qui va arriver dans son cabinet. Donc on a le référent bucco-dentaire justement qui est primordial dans cette habituation aux soins, et tout ce que vous apprendrez dans les formations et qui sera mis dans le dossier médical du patient, si c'est en équipe, pour justement faire cette transmission aussi au chirurgien dentiste qui va pouvoir s'aider de tous les outils que vous leur donnerez aussi après. Alors, nous avons quelques questions sur le volet prévention. Concernant les actions de sensibilisation, comment cela se met en place? Alors, les actions de sensibilisation, on en a parlé tout à l'heure. Donc,
depuis cette année en particulier, on a fait des sensibilisations hors les murs en partenariat avec le CRAIF, donc le Centre Ressources Autisme Île-de-France, à la Maison de l'Autisme en particulier, qui regroupait plusieurs familles. Donc on annonçait une date dans les réseaux sociaux, via comme on appelle ça, la mailing list de la Maison de l'Autisme et du CRAIF, qui annonçait, voilà, tel jour sera organisé avec Rhapsodif une sensibilisation aux aidants. À partir de 2025, on va essayer de mettre en place la même chose avec les MDPH, avec les associations gestionnaires aussi sont les bienvenues, parce que parfois les associations gestionnaires font des portes ouvertes ou organisent un regroupement finalement de plusieurs établissements sur une même date où ils peuvent inviter plusieurs familles d'usagers, et dans ce cadre-là, nous pourrons aussi intervenir pour faire des sensibilisations aux aidants. Donc voilà comment on organise aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez aussi si vous êtes aussi par exemple membre d'une association d'usagers et qui aimerait mettre en place un événement de votre association, et on pourra, si vous nous dites voilà, il y a 20-30 familles qui viennent, oui, on organisera la demi-journée de sensibilisation aux aidants. Par rapport aux sensibilisations du CRAIF et les futures sensibilisations MDPH, qu'elles seraient ouvertes au public non accueilli dans un ESMS? Oui, justement, c'est vraiment spécifique au public non accueilli dans les ESMS. Le public qui fait partie des ESMS est bien sûr la bienvenue, mais c'est vraiment la population que l'on cherche à toucher, c'est la population hors les murs. Qu'on dit hors les murs, c'est-à-dire en dehors des établissements, à domicile. Est-ce que vous prêtez ou préconisez du matériel ludique pour la prévention, le brossage et l'habituation? Alors, on ne prête pas du matériel parce qu'on ne va pas le passer à quelqu'un d'autre après. Alors, en général, on met à disposition un certain nombre de matériel. Vous pouvez nous faire la demande aussi pour si vous avez besoin de renouveler des trousses pour les résidents. Donc ça, oui, on peut mettre ça en place, il n'y a pas de souci. C'est dans les établissements. Hein. Après, pour tout ce qui est préconisation de l'utilisation de tout ce matériel, participer aux formations. Oui. Et puis je repensais Alain il y a quand même pas mal de petites vidéos. Il y a les tutos, on fait des tutos, vidéos, je pense à Ben Koala. Il y a pas mal de choses qui sont possibles qui sont gratuites, proposées aux familles. Des petites vidéos d'un petit koala qui se brosse les dents, par exemple, etc. Il y a plein de tutos et chacun est adapté en fonction de l'enfant, en fait. L'enfant ou même l'adulte, hein, parce qu'il y a des adultes qui regardent ces petites vidéos. Donc il y a pas mal de choses. Mais ça fait partie de la boîte à outils, qu'on peut en effet transférer, transmettre, partager. Il y a pas de problème. Et ça, vous aurez ça dans toutes nos formations. On a ce temps dédié justement à tous ces outils pour les personnes vivant avec handicap, le matériel, etc. Une autre question? Oui. Il y en a plein. Beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes en lien avec les réseaux palliatifs ou HAD pour la prévention et soins? Non. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le sens de la question. Parce qu'on est, vous, Alain, bien sûr, on les connaît, les réseaux palliatifs, mais en fait, dans quel objectif? Parce que c'est vraiment des soins réseaux palliatifs, c'est des soins très particuliers. Qui dit soins palliatifs dit soins de vie. Par contre, en effet, sur la santé orale, il y a des règles plus particulières à respecter en fin de vie, etc. Mais bon, là, je n'ai pas tout à fait saisi le sens de la question. Mais vous avez encore le temps de compléter ou reformuler la question pour que Josita puisse nous la reformuler. Mais on les connaît, bien sûr, on les connaît. Mais en lien avec la santé orale et ce qu'on est en train de présenter par rapport à Rhapsodif, je ne sais pas. Là, il faut préciser. Une autre question, Josita? Oui. Comment rejoindre votre association? Ça, vraiment, c'est vraiment une question qui me fait vraiment plaisir et qui nous fait à tous vraiment plaisir. Pareil, vous allez sur notre site, il y a un onglet Hello Asso, adhérer à l'association, et vous adhérez directement à notre association, il y a une charte, etc. Et après, vous êtes la bienvenue, vous pouvez nous appeler, nous envoyer des mails, nous vous accompagnerons dans cette démarche avec plaisir. Alors juste peut-être pour l'association Rhapsodif fait partie d'un réseau en France qui est aussi sous le sigle de SOS, puisqu'en fait il y a pas mal de réseaux en soins spécifiques pour les personnes en situation de handicap dans chaque région. Donc ils sont regroupés et d'ailleurs la semaine prochaine il y a leur congrès annuel à Reims. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est important aussi de partager l'organisation, les outils,
ce qui ne marche pas pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un lieu et un rendez-vous annuel d'échange entre ces professionnels et chirurgiens dentistes donc, qui font du soin pour les personnes en situation de handicap. Donc je crois que c'est important. Donc il y a tout un réseau, un maillage territorial, donc territoire, donc France, avec des professionnels. Et il y a plein de réseaux Rhapsodis bis qui existent et bon, qui sont indispensables en fait, parce que c'est vrai qu'on a besoin du réseau Rhapsodis et de ces autres réseaux pour coordonner la santé orale des personnes en situation de handicap. Le droit commun, c'est le chirurgien dentiste lambda, le vôtre, le mien, ne suffit pas. Il faut aussi cet intermédiaire et cette organisation dont vous a parlé Alain Gouma pour faciliter le lien justement entre les professionnels et vous. Merci beaucoup Catherine pour cette précision sur SOSS, donc santé orale sans spécifique. À Reims, oui. Donc la semaine prochaine, il y a un congrès le 3 et 4 octobre, donc venez nombreux aussi si vous voulez. Il y a l'inscription en ligne pareil. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je reviens sur les précisions HAD et réseau palliatif. Donc ça serait pour proposer aussi une vigilance de la santé orale quand ce domaine n'est pas ou plus forcément prioritaire, une consultation à domicile par exemple. J'ai mieux compris. Oui, c'est une bonne, pour l'avoir vécu il y a quelques années personnellement, c'est vrai que l'hygiène, en fin de vie, l'hygiène bucco-dentaire et comment prendre en charge, comment faire des soins. Eh bien, je me suis trouvée moi en situation où il fallait que j'apprenne à les dentes, à hydrater, nettoyer la bouche. Oui, c'est important, c'est intéressant. C'est vrai que dans ce cadre-là, j'ai bien compris, donc peut-être je vais me rapprocher en effet de nos collègues des réseaux de soins palliatifs pour voir, et pour vous, parce que vous êtes plusieurs établissements médico-sociaux qui font face à justement des situations de fin de vie et la santé orale, comment hydrater, comment en fait prendre en charge, y compris en termes de nutrition, ces personnes en situation de handicap. Il y a peut-être des protocoles adaptés qui sont simples, mais qui seraient peut-être à partager et à communiquer. La question est prise, pas de problème. Dernière question. Est-il facile finalement d'avoir des solutions de soins tout de même? Alors, ça c'est une bonne question. Est-il facile aujourd'hui de trouver des solutions de soins? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Ça dépend du palier de soins. Notre association Rhapsodif existe parce que les personnes vivant avec handicap ont des difficultés à trouver des solutions de soins, sinon nous ne serions pas là. Donc oui, parce qu'en fonction du palier, lorsqu'on est au niveau du palier 1, et ça concerne plus de 50% des usagers que nous orientons dans notre cellule, donc ça oui, on trouve des solutions de soins. Le palier 2, ça peut encore aller dans un délai de 3 mois, en général de 1 à 3 mois, on trouve des solutions. Par contre, le palier 3, c'est compliqué, mais c'est dans une bonne voie d'amélioration. Donc on a besoin de vous tous, parce qu'encore une fois, trouver des solutions de soins, c'est une bonne chose, mais s'il n'y a pas de continuité de prévention et de formation, on va toujours se retrouver dans le même état bucco-dentaire. Et en interne, je vois parfois certains chirurgiens dentistes qui me disent, écoutez, moi je vois des enfants tous les ans, et tous les ans, il faut que je recommence tous les soins. Donc s'il n'y a pas ce suivi, on va aussi perdre les chirurgiens dentistes qui sont motivés aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin que vous alliez vers les formations, les sensibilisations pour les familles et les aidants, et qu'il y ait un suivi donc avec les référents bucco-dentaires, avec notre suivi de coordination Rhapsodif, et l'ARS qui met en place les solutions de soins partout. Donc la réponse aujourd'hui, c'est du oui et du non, mais on espère avec vous qu'on va améliorer cette santé orale pour tout le monde. Alors je vais peut-être, pour finir, compléter, parce que c'est vrai que là, c'est notre rôle, c'est mon rôle, c'est le rôle de mon collègue, le docteur Laurent, de trouver des solutions, de les expérimenter et de les déployer beaucoup plus largement sur le territoire. Donc, est-il facile de trouver des solutions de soins pour les personnes handicapées? À ce jour, non, évidemment. Sinon, on ne serait pas en train d'essayer de trouver d'autres solutions. Donc, il y a des projets, et sans dévoiler ce qui va se passer en 2025, des projets notamment pour, dans le droit commun, de pouvoir déployer des centres de santé dentaires labellisés, comme on dit, Handident. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler sur un modèle où les chirurgiens dentistes vont... donc c'est du droit commun, hein, c'est pas du niveau 2, c'est pas du méopa, c'est pas du niveau 3, c'est pas de l'anesthésie générale, mais des chirurgiens dentistes dans des centres de santé, donc c'est pas des libéraux, qui vont pouvoir aussi s'intéresser et faire des soins pour les personnes handicapées.
Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on souhaiterait, et ça c'est une démarche sur chaque territoire, autour du centre de santé, il y a des établissements médico-sociaux et ce seraient ces personnes handicapées-là qui seraient prioritaires. Les foyers de vie, foyers d'hébergement. On pourrait les convoquer, par exemple, une fois par an pour faire leur bilan dentaire. D'accord? Donc ça demande une organisation et c'est un projet. Qui dit projet, c'est des partenariats. Donc là, on est en train de monter un projet avec Alain, donc avec le réseau Rhapsodif, avec l'ARS, avec également les centres mutualistes. Les centres de santé sont des centres mutualistes et la CRAMIF, donc l'assurance maladie. Donc ça n'existe pas encore en France, mais on est en train de monter ce type de projet. Ce qu'on veut à terme en 2024 et surtout 2025, maintenant on est presque à la fin de l'année, c'est avoir des centres de santé impliqués dans ce type de modèle dans chaque département. Donc on est en train de repérer. Donc c'est la pêche à la ligne. On est en train d'aller les démarcher pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'engager à nos côtés pour pouvoir faire de la santé orale. C'est aussi multiplier et dans les handiconsultes, le temps de chirurgien dentiste qui devient insuffisant encore pour les personnes en situation de handicap et du niveau 2. On a ouvert, par exemple, l'an dernier, on a ouvert à Plaisir, un nouveau centre dédié, et le chirurgien dentiste qui vient une journée par semaine, il est déjà débordé. Donc là, on est en train, et on a trouvé, de multiplier, et on a trouvé un autre chirurgien dentiste qui va venir sur site pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap et faire aussi du méopa. Donc à chaque fois, on s'adapte aussi en fonction des besoins. Donc là aussi, on va multiplier les solutions et le temps dédié pour ces handiconsultes. Donc vous voyez, en fonction du territoire, on va multiplier les solutions. On voudrait en effet aussi qu'il y ait plus de chirurgiens dentistes qui soient formés et qui acceptent de prendre des personnes en situation de handicap. Et nous venons juste de signer la semaine dernière, Alain. Oui, c'est ça. On a signé avec, combien ils étaient? Sept jeunes diplômés, chirurgiens dentistes, qui viennent de terminer leurs études. On a signé une convention de partenariat entre eux, bien sûr, entre le réseau et puis l'assurance maladie. Donc, et l'assurance maladie va financer une partie de leur installation, etc. Donc c'est donnant-donnant en fait. Donc vous voyez, c'est nouveau, ça vient d'être mis en place cette année et on espère que l'année prochaine, il y aura d'autres chirurgiens dentistes. Donc 7 nouveaux jeunes qui sortent de la faculté. On va aussi sensibiliser les chirurgiens dentistes, les jeunes étudiants en odontologie, donc ça c'est prévu cette année. Donc, comme d'ailleurs les sages-femmes pour la gynécologie et les étudiants en médecine, aux spécificités des handicaps très très tôt pour les sensibiliser et les amener aussi à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez, bon, j'étais un peu longue, mais autant de projets, vous voyez, qui, petit bout à bout, ça donne des solutions aussi. Mais notre rôle, nous, à l'agence, c'est aussi de trouver ces solutions et puis d'aller chercher les acteurs et puis d'apporter les moyens, bien sûr, les moyens financiers, les moyens humains et d'aider à ces partenariats. Et si je peux rajouter, c'est pour ça qu'il est très important finalement que vous adhériez à notre association pour justement participer à cette dynamique, pour montrer les besoins, parce que nous à chaque fois on a quelques chiffres, mais on a besoin à chaque fois de dire non mais c'est pour vous en fait qu'on met tout ça en place. Donc il faut vraiment être derrière. Vous voyez, ça prend du temps entre l'ARS qui vraiment organise au mieux. On a de la chance en Ile-de-France, on a vraiment une ARS qui est motivée là, sur ce sujet. Donc il faut en profiter. On a donc les ARS, on a la fac qui a un rôle important pour la formation des futurs chirurgiens dentistes. On a toutes les écoles de paramédicaux, infirmières, aides-soignantes, etc. qui doivent aussi s'impliquer dans cette dynamique. Donc, vous, établissements médico-sociaux, qui, en s'impliquant dans cette dynamique, va pouvoir changer les choses. On a aussi l'URPS des chirurgiens dentistes d'Île-de-France qui représente les libéraux. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On est ensemble, on va avancer vers cette dynamique. Donc, on a besoin de vous. Donc, on attend beaucoup d'adhésion sur ces prochaines heures. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. Et une dernière question, la dernière. La dernière. Hein, Josita? Oui, la dernière. Savez-vous si l'association Andorra, qui est située dans le 77, peut bénéficier des sensibilisations et du dépistage pour les familles suivies? Alors, si je peux répondre rapidement à cette question. Bonjour Andorra. Et puis, le docteur Requigno répondra après. Pour la sensibilisation des familles, encore une fois, pas de souci. Si on arrive à organiser ça, on pourra organiser sans problème. Pour le dépistage, je reste un petit peu circonspect parce que, encore une fois, pas de dépistage s'il n'y a pas la formation. Mais là, c'est du hors les murs. Donc, à voir comment on pourrait organiser tout ça. Alors, moi, je ne dis pas non, mais voilà, après, c'est hors les murs. Sensibilisation des familles, on l'a dit. C'est un projet en effet intéressant et important qu'on va mettre en place,
Et le 7-7 est un territoire très dynamique. Andorra est très dynamique en 2025. On va le mettre en place pour les dépistages prévention. C'est du droit commun. Là, on est sur un autre modèle. Là, et de fait, qui dit droit commun, donc c'est une orientation en effet vers les lieux de soins. Et là, Rhapsody vous a dit qu'en effet, il y a une coordination des soins et on peut vous donner des effecteurs, enfin des chirurgiens dentistes qui vont prendre en charge les personnes en situation de handicap, mais néanmoins c'est un modèle différent. Donc là c'est le droit commun qui s'impose pour la prise en charge en soins des personnes en situation de handicap. Donc la prévention dépistage normalement se font auprès des professionnels libéraux. Et là le réseau Rhapsodif n'est pas mandaté pour ces missions-là à ce jour. Donc voilà, donc, pour la sensibilisation, on organise, vous nous envoyez, mais après pour le dépistage, ça sera une autre problématique. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous repasse une diapositive pour nos interlocuteurs, comme ça vous les visualisez très bien. Donc dans nos formations, pour le pôle formation et formation prévention, nous avons Claire Sandélis, Awa Sissoko et Josita Procouturier. Et pour la partie orientation de soins, donc coordination de soins, nous avons Naïma Sifer, Émilie Zarka et Caroline Kavongo. Bien sûr, à la direction, c'est moi avec Elena Ndoula. Le numéro de téléphone, notre adresse, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais c'est X maintenant. Vous avez Instagram et LinkedIn. Et là en dessous, vous avez nos principaux partenaires entre l'Ordre des chirurgiens dentistes, forcément, la région Île-de-France, l'ARS Île-de-France, qui est notre financeur principal à 99%, parce qu'après, ce sont vos adhésions. La faculté d'odontologie et la région Île-de-France, qui sont tous partenaires pour que nous avancions ensemble vers une meilleure santé orale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes. Et à très vite. À bientôt. À bientôt.